Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. La guerre en Ukraine a rebattu les cartes en Europe. Des pays de l'Est, comme la Pologne, qui était parfois snobée, sont arrivés sur le devant de la scène. Difficile de leur donner tort quand ils disaient que Vladimir Poutine était une menace. Alors Varsovie va-t-elle devenir un jour la nouvelle capitale de l'Union européenne? On en parle avec l'écrivain Alain Berenbaum et avec Michaela Sojdrova, députée européenne tchèque. Voici Station Europe. Et on se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles. Et tout d'abord, je vous présente Alain Berenbaum. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez plusieurs casquettes, avocat, spécialiste du droit d'auteur, chroniqueur au journal Le Soir, et puis romancier. Et vous venez de publier un polar qui s'appelle Clandestine aux éditions Genèse Éditions. Et c'est l'histoire d'un avocat bruxellois comme vous qui voit débarquer un jour une jeune Russe qui se dit menacée d'expulsion et surtout menacée par Vladimir Poutine. Et ça se passe en 2005, je crois. Ça se passe en 2005, qui est l'année, quelques mois plus tôt, Poutine vient d'être réélu pour la première fois président de la Russie. Et ce sont à peu près les seules élections dont on a dit que les urnes n'ont pas été bourrées. Donc, à l'époque, Poutine semble être... Il était fréquentable. Était fréquentable, et c'est apparemment un mouvement démocratique qui l'amène au pouvoir. Mais dans le roman, on se rend assez rapidement compte que l'héroïne, qui s'appelle Yulia, et qui s'est enfuie de Russie, qui arrive à Bruxelles sans papier, donc qui est immédiatement enfermée dans un centre comme on les connaît. Enfin, elle a de la chance, elle est encore dans un centre, elle n'est pas dans une tente devant le petit château. Et elle s'enfuit et se retrouve chez un avocat qui a peu de traits communs avec moi, puisqu'il s'occupe de droits des étrangers, pas de droits d'auteur. Et cet avocat essaye de dépatouiller, il ne comprend pas ce qu'elle raconte. Notamment parce qu'à l'époque, Poutine a plutôt une image positive. Et elle décrit un personnage extrêmement dangereux, sournois, inquiétant, et lui raconte notamment un certain nombre de complots dans lesquels Poutine l'a entraîné et pour lequel, justement, elle a peur de rentrer en Russie. Elle l'aurait fréquenté au KGB, c'est une espionne, en fait. En fait, oui, quand elle est sortie des études, c'était une étudiante brillante de la ville de Gorky. Elle a été engagée par le KGB qui l'envoie en Allemagne de l'Est, donc à Dresde. Et là, elle tombe sur un type qui s'appelle Platov, et qui est en fait Poutine. Platov était effectivement le nom de Poutine lorsqu'il vivait pour le KGB. Il travaillait pour le KGB à l'époque à Dresde. Et donc, la voilà, en quelque sorte, éduquée par un Poutine plutôt terne, plutôt gentil d'ailleurs, plutôt familial, à Dresde. Et l'avocat bruxellois ne trouve rien de mieux que de cacher cette jeune Russe chez sa mère, qui est russe. Voilà, alors la mère, il se dit, il n'y a pas beaucoup de danger. Bon, il faut la protéger, cette fille, puisque manifestement, elle est poursuivie par la police belge, puisqu'elle s'était enfuie d'un centre pour demandeurs d'asile. Il faut la loger ce soir. Bon. Et donc, il se dit, chez ma mère, il n'y a pas beaucoup de danger. D'abord, elle va parler russe avec elle, donc ça va. Et en plus, ma mère perd un peu la boule. Donc, elle oubliera tout ce qui sera passé et tout ce qu'elle lui aura dit. Et ça ressemble quand même un petit peu à votre histoire personnelle aussi, parce que votre mère est russe, elle est lituanienne, mais elle a des origines russes également. Ma mère est née en Russie et c'est vrai qu'elle se sentait très russe, elle adorait la Russie, elle continuait à lire les romans russes jusqu'au bout de sa vie. Et certainement, il y a dans ce personnage de la mère, qui est une mère juive, russe, un peu autoritaire, des traits de ma mère. Mais il y en a un qu'elle n'a pas, c'est que ce qui est intéressant, c'est que la mère de l'avocat qui accueille Yulia est en fait
communiste acharné et qui ne comprend pas que cette fille crache sur la Russie, alors qu'elle n'a qu'admiration, en tout cas pour la Russie bolchevique. Bon, ce qui n'était pas le cas de ma mère, je le dis tout de suite. Et on découvre également que Loulia était, à un moment de sa vie, mannequin. Ça, c'est la touche sexy, indispensable dans tout polar, dans tout roman d'espionnage. Non, c'est une image. Donc, après avoir été espionne du KGB, elle se retrouve à Moscou parce que, tout simplement, le mur est tombé. Donc, elle rentre à Moscou comme Poutine. Alors, elle fait les boulots de l'époque, je veux dire. Et il se fait qu'elle trouve un boulot de mannequin qui va justement attirer de nouveau l'attention de Poutine sur elle, puisqu'il va l'entraîner dans un complot politico-sexuel qui est une histoire vraie. C'est l'élément vrai de ce roman. À l'époque, Poutine, pour protéger le président Yeltsin, dont il était l'un des plus proches collaborateurs, va monter un complot politico-sexuel en faisant des images, fausses images d'ailleurs, on l'a su après, du procureur général de Russie au milieu des débats sexuels pour casser ce procureur général, ce qu'il a réussi à faire, parce que ce procureur général enquêtait sur un certain nombre d'affaires de corruption qu'il prêtait à Yeltsin. Alors, on va accueillir maintenant Michaela Sojdrova. Elle est députée européenne, elle est tchèque. Merci de nous rejoindre. Michaela Sojdrova, vous faites partie dans votre pays d'un parti qui s'appelle l'Union chrétienne démocrate, qui est associé au gouvernement de Peter Fiala. Et en fait, on pourrait dire que la Tchéquie ne se pose pas beaucoup de questions. Il faut soutenir l'Ukraine. C'est une priorité pour vous. C'est vrai. Merci pour m'inviter dans cette émission. Vous avez tout à fait raison, on n'a pas hésité. De premier moment, c'était clair que c'est notre expérience historique que nous avons. Bien sûr, on était choqués, comme toute Europe. On n'a pas entendu jamais qu'on pourrait se dérouler la guerre en Europe, qu'on peut répéter cette terrible expérience. Mais des premiers moments, tant que les gens, tant que toute la République tchèque, les gens dans les régions, mais aussi la représentation tchèque étaient persuadés que nous devons soutenir l'Ukraine. La Tchéquie est d'ailleurs le premier pays à avoir fourni des chars à l'Ukraine. Est-ce qu'il faut donner au président Zelensky tout ce qu'il demande? Aujourd'hui, il demande des avions. On voit que des pays comme la Slovaquie y réfléchissent, mais la Tchéquie également. Je pense que c'est logique, parce que Zelensky, il dit qu'il se bat pour nous. Mais il se bat pour la liberté, pour la paix en Europe. Alors, nous devons fournir tout ce qu'il faut pour se défendre. Alors, nous comprenons très bien que ces exigences, ce sont les exigences pour défendre. Ce ne sont pas les armes pour les attaques. Ce sont les armes pour se défendre, pour sauver la vie. Hein. Alors, c'est clair et nous sommes prêts, mais malheureusement, on n'a pas tout ce qu'il faut, on n'a pas tout ce qu'il demande. Mais on voit que certains pays sont quand même assez hésitants, notamment sur la question des avions. Vous dites, on a toujours une guerre de retard, il faut absolument fournir un maximum d'armes au président Zelensky. Il n'y a pas de question à se poser. Nous ne sommes pas seuls, aussi les pays baltiques, la Pologne, les autres pays. Je crois vraiment que ça dépend de l'expérience historique, c'est clair. Parce que moi j'ai vécu dans la République tchécoslovaque socialiste, alors sous la directe dirigeance de la Soviétique Union. Nous étions presque
la pays qui était le membre de l'Union soviétique. Nous n'étions pas libres, nous étions prisonniers. Alors, nous savons qu'est-ce qui c'est le régime comme dictatorship. Alors, dictateur. La dictature. Dictature. Alors, nous sommes obligés. C'est vraiment, nous sommes convaincus. Alors, c'était clair. Et aussi, ce qui était intéressant, que le président Zeman, qui était avant la guerre, il était très amical. L'ancien président. Mais il a changé. Oui, l'ancien président, tchèque, qui effectivement avait une position un petit peu ambiguë. Mais maintenant, vous avez un nouveau président qui s'appelle Pavel, qui est un ancien commandant de l'OTAN. Donc là, lui, il est tout à fait sur la ligne de défense des Ukrainiens. Oui, mais vous pouvez dire que lui, le nouveau président, il était déjà dans la campagne présidentielle, tout à fait il était tout à fait, on peut dire, il a soutenu l'Ukraine. Mais Zeman, le précédent président, ça n'était pas clair depuis le début. Parce qu'il était, on peut dire, l'ami de Poutine avant la guerre. Mais il était très important aussi pour tout notre pays, pour la population, qu'il a dit, oh, Poutine, il n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Il est malade. Il a dit clairement, et c'était un bon signal pour les gens qui hésitaient, par exemple. Alain Berenbaum, on ne peut pas perdre cette guerre, les Ukrainiens ne peuvent pas la perdre, cette guerre. Ce serait dramatique pour les démocraties en Europe en particulier? Je crois effectivement que ce serait une terrible blessure pour l'ensemble des pays européens et pas seulement pour les pays d'Europe orientale, c'est pour nous aussi en Europe occidentale. D'abord, ce serait une blessure morale terrible, c'est-à-dire que nous aurions subi le poids de ce que Poutine nous avait menacé et on l'aurait encaissé. Et donc, nous ne sommes plus crédibles non plus sur le plan mondial en tant que partenaire. Poutine aussi pourrait, comme il nous considère comme belligérants, dès le moment où nous perdons la guerre, comme tous les vainqueurs, il pourrait nous réclamer des dommages de guerre aussi, pourquoi pas. Après tout, c'est ce qui s'est passé après chaque guerre, on réclame des dommages de guerre. C'est vous belligérants occidentaux, qui avez armé l'Ukraine, et en réalité, c'est vous qui étiez derrière. Donc, maintenant que vous avez perdu la guerre, vous devez nous indemniser pour ce que nous avons perdu. Il y a une image terrible, en tout cas, d'une Europe qui apparaîtrait comme impuissante à véritablement se présenter comme une puissance mondiale si Poutine devait écraser l'Ukraine, certainement. Mais est-ce qu'il faut suivre le président Zelensky quand il dit qu'il veut récupérer la totalité de l'Ukraine, le Donbass, mais également la Crimée? Ou est-ce qu'à un moment, il faudra lui dire il faut être un petit peu raisonnable? Écoutez, il est difficile dans un fauteuil à Bruxelles de commencer à donner des leçons à M. Zelensky. Je pense que ce qui se passe là-bas, c'est avant tout les Ukrainiens, même si n'existe que par les armes qu'on lui fournit. Mais c'est eux qui doivent décider de leur destin. Mais une chose est claire, je suis frappé par ce que vous dites, madame, c'est en effet l'image de la Russie. C'est, au fond, nous avons ici en Europe une image très contradictoire des Russes. D'abord, c'est nos libérateurs. Sans eux, on aurait l'armée rouge à libérer l'Europe avec les États-Unis, mais sans l'armée rouge, on n'aurait peut-être pas gagné la Deuxième Guerre mondiale. Et puis après ça, c'est l'image de la Russie en Hongrie, c'est l'image de la Russie écrasant le printemps de Prague. Et donc, et bien entendu, du régime soviétique, dictature déjà. Et donc, c'est une image extraordinairement contradictoire. À la fois, on aime la Russie pour sa tradition, pour sa culture, pour les grands hommes qui ont été nos guides, Tolstoï et les autres. Et comme je le dis, pour l'armée rouge libératrice. Et en même temps,
cette Russie nous fait extraordinairement peur, puisqu'elle n'a pas hésité justement à envoyer ses troupes en Europe, à Prague, à Budapest. Est-ce qu'il faudra un jour discuter avec Vladimir Poutine? On voit que Emmanuel Macron a dit tout récemment il ne faut pas écraser la Russie. On ne comprend pas très bien nécessairement ce que veut dire cette phrase d'ailleurs. Je ne sais pas comment vous l'entendez. J'aimerais dire oui. Bien sûr, toujours les politiques, nous avons responsabilité de ménager les choses dans la paix, dans la diplomatie. Mais Poutine, il est tueur de masse. C'est un grand problème. Alors, c'est très difficile de négocier avec notre précédent président Zeman. Il a dit on ne peut pas négocier avec la dictature. C'est ce que dit Zelensky. Hein. Il dit on veut bien dialoguer, mais pas avec Poutine. Avec quelqu'un d'autre. Ouais. On est toujours ouvert. Si président Poutine viendrait pour proposer la paix, pour proposer la négociation, je crois nous sommes obligés de se mettre à la table et négocier. Mais il n'a pas venu, il toujours attaque. On ne peut pas négocier avec les chars, avec les armes, comme ça. Alors, c'est très difficile. Alain Berenbaum, vous comprenez, vous, cette phrase d'Emmanuel Macron, il ne faut pas écraser la Russie? Il y a quelque temps, il avait dit il ne faut pas humilier la Russie. On voit qu'il y a une chose. Oui. C'est la même idée. C'est la même idée, pas la même chose. Oui, je pense que c'est la même idée. Bon, c'est une idée diplomatique. Parce que, au fond, on n'a pas négocié avec Hitler, on n'a pas négocié avec Mussolini, on n'a pas négocié avec Saddam Hussein même. Mais on se trouve évidemment face à l'Empire russe dans une position différente. Parce que, d'abord, officiellement, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie et qu'on sait que nos opinions publiques ne pourront pas tenir une guerre de 100 ans. Donc, il y a bien un moment, en effet, où les astres pourront, espérons-le, s'aligner pour que les gens se mettent à table. Tant que Poutine est au pouvoir et manifestement au moins soutenu par ceux qui occupent le pouvoir, population, on n'en sait rien, forcément. Mais ça n'a plus d'importance, manifestement, en Russie, de savoir si les dirigeants sont soutenus par la population. Mais donc, tant que Poutine a réellement le pouvoir, on voit mal avec qui d'autre négocier. Donc, fatalement, je pense que c'est ça que Macron, maladroitement, me semble-t-il, a essayé de dire pour préparer, au fond, l'opinion publique en disant aux citoyens européens, vous savez, cette guerre ne pourra pas se terminer par une victoire totale, parce qu'on ne pourra tout simplement pas écraser la Russie. Michaela Sojdrova, bien souvent, on a un petit peu snobé les pays de l'Est, hein, la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie, les vieux pays européens. On regardait parfois d'une manière un petit peu condescendante ces pays-là. Est-ce que vous avez l'impression que tout à coup, là maintenant, on prend au sérieux les Polonais, les Tchèques qui disaient attention, Poutine, c'est une menace, et que vous avez pris une nouvelle place au sein de l'Union européenne? Oui, je pense que oui. Je crois c'était Manfred Weber, le chef de notre groupe politique ici au Parlement européen. Il a dit que la présidente tchèque est venue dans le meilleur temps. Parce que nous sommes au cœur, la Prague est au cœur de la parce que la Tchéquie a présidé l'Union européenne pendant 6 mois à la fin de l'année 2022. Hein. Oui, et c'était le temps très important pour les il fallait prendre des décisions. Oui, pour les sanctions, pour le soutien, aussi pour l'admission de l'Ukraine à l'Union européenne. Alors, c'était le début de toutes les négociations. Et
la position de la présidence de la présidence de la République tchèque était claire. Était très favorable au soutien pour le processus. Oui. Ouais. Mais peut-être je voudrais seulement ajouter quelques mots pour les paroles d'Emmanuel Macron. On n'écrase pas la Russie. On n'écrase pas, on ne détruit pas la Russie. C'est la Russie qui attaque et qui détruit l'Ukraine. Alors, c'est comme ça. C'est cette chose. C'est très difficile vraiment de négocier avec quelqu'un qui vient négocier avec les chars. Alors, c'est pas peut-être possible. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne peux pas l'imaginer. Mais... Alain Berenbaum, pour revenir à la place de plus en plus prépondérante que les pays de l'Est semblent prendre au sein de l'Union européenne, on pourrait imaginer qu'un jour, ce soit Varsovie qui devienne capitale de l'Union européenne et supplante Bruxelles. Vous savez, une capitale n'est pas nécessairement un centre géographique. Paris n'est pas au milieu de la France. Mais ce qu'on peut en effet imaginer, c'est qu'il y ait un balancement pour montrer que le pouvoir européen est sur l'ensemble de l'Europe. On peut parfaitement imaginer, puisqu'on est ici au Parlement européen, que désormais, les sessions plénières du Parlement européen, au lieu de se tenir à Strasbourg, se tiennent effectivement à Prague ou à Varsovie. On ne sait pas si Emmanuel Macron va être d'accord là-dessus. Il ne faut pas humilier la Pologne. Voilà. À côté de vous, Alain Berenbaum, deux enveloppes. Une enveloppe avec une bonne question, une enveloppe avec une mauvaise question que vous allez lire à haute voix et vous prenez laquelle ? Évidemment, la mauvaise question. La mauvaise question, en plus, elle est rouge. Vous saviez bien que je n'allais pas... Mais vous pouvez la lire sans crainte. Vous me protégez. Surprise. Est-ce le vrai Poutine qui a prononcé son discours du 21 février ? Je vous pose la question parce que vous avez écrit un article dans Soir où vous vous demandez si ce n'est pas un avatar, un clone qui a prononcé, parce que vous ne sembliez pas trop convaincu par ce Poutine qui s'exprimait devant... Oui, c'est ça. Cette chronique était une chronique moqueuse, effectivement, qui imaginait qu'en réalité, Poutine, dans le temps, Staline avait un certain nombre de sosies, ou Mao. Maintenant, grâce à l'informatique, on peut se dire qu'ils n'ont plus besoin de sosies humains. Et donc, grâce à l'intelligence artificielle, il y a des Poutines en 3D fabriqués dans des laboratoires technocratiques. Bon, cela dit, les choses étant ce qu'elles sont, je pense que le problème, c'est que le 21 février, c'est le vrai Poutine qui est apparu et pas le faux Poutine que nous avons fabriqué. Lorsque, je disais, mon roman se passe en 2005, au moment de l'élection de Poutine, tout le monde en Europe, enfin les dirigeants européens, Angela Merkel d'abord, pensaient qu'on allait faire du business avec la Russie et que finalement, ce serait un partenaire tout à fait agréable à fréquenter. Monsieur Schröder en sait quelque chose puisqu'il en a beaucoup vécu, mais le résultat, justement, je le montre dans mon roman, c'est que le Poutine de 2005 était déjà une créature malfaisante. Et donc, cette créature malfaisante qu'on a niée, au fond, en Europe occidentale, en tout cas, pendant des années, ben voilà, on a vu son vrai visage le 21 février 2022, hélas. Michaela Sojdrova, selon vous, elle va durer combien de temps encore, cette guerre ? Selon moi, je voudrais qu'on finisse immédiatement. On ne peut pas dire... je ne peux Mais pas... vous avez peur qu'elle dure très longtemps ? Je pense qu'il y a la voie comment nous, les Européens, que nous pouvons influencer. Alors, j'explique aussi aux citoyens parce qu'ils n'aiment pas la guerre. Ils me disent il faut négocier, il faut avoir le dialogue, etc. Non, dialogue
il faut montrer l'unité de l'Europe, du monde entier, que nous voulons la paix et que nous sommes avec l'Ukraine dans sa libération. Alors, c'est clair. Alors, je ne peux pas vous répondre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Poutine. On ne voit pas malheureusement le mouvement en Russie. J'ai entendu que les Russes, qu'ils vont protester, qu'ils ne veulent pas obéir, aller à la guerre, de se laisser tuer. Les femmes, je ne comprends pas les mamans russes. Je ne comprends pas. Pourquoi? Mais c'est pour moi, je suis très déçue. Vraiment, ça, je n'ai pas entendu. Alors, je n'ai pas ici quoi faire. Par exemple, en Bélarus, nous sommes ici au Parlement européen en bon contact avec l'opposition bélarusse. Ils sont un peu différents. Ils ne sont pas comme les agneaux qui suivent Poutine. Alors, j'espère... alors, c'est une possibilité comment arrêter Poutine. Montrer la force, montrer l'unité. Michaela Sovdrova, Alain Berenbaum, merci de vous être arrêté à la Station Europe. Je rappelle le titre de votre livre, Clandestine, chez Genèse Éditions. Et merci à Pascal Simard et à toute l'équipe qui a réalisé cette émission ici au Parlement européen. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Station Europe.